Ça y est, nous y sommes. Enfin et déjà, l'année est définitivement passée à la vitesse de l'éclair. Ça a du bon et du moins bon. Elle est passée vite parce que, pour ma part, elle a été riche en événements et en rebondissements en tout genre, et je vous en parlerai sans doute très prochainement. Mais en même temps, j'ai l'impression de ne pas avoir pu profiter correctement de tout, tant ça a été vite. Dans tous les cas, c'est comme ça et ça me permet d'arriver un petit peu plus vite à l'un de mes instants préférés de l'année, à savoir le moment des tops. Toujours un grand moment de partage entre mes abonnés et moi qui partage mes flops et mes tops, les films que j'ai détestés et ceux que j'ai adorés, et vous qui êtes toujours en accord avec mes choix et qui me félicitez, me remerciez pour toutes ces recommandations de petites pépites dont vous n'auriez jamais entendu parler sans moi. C'est toujours comme ça que ça se passe, ou presque. Et comme chaque année, nous allons commencer ce petit moment de partage avec le pire du pire, les flops. De nombreux vidéastes ont arrêté de mettre en avant leur flop de l'année, mais moi je ne me vois pas stopper. C'est à chaque fois l'occasion de rire un petit peu, de se détendre en toute humilité, puis de vous partager une partie de mon calvaire en tant que spectateur invétéré de peloche pas toujours très qualitative. Juste avant de partager mon classement, j'aimerais vous annoncer que si vous voulez bien commencer l'année 2024, j'organise le 12 janvier à Paris, au Club de l'Étoile, une projection de mon documentaire sur Takashi Miike, l'empereur du V-cinéma, et je présenterai bien évidemment la projection qui sera suivie d'une petite séance de questions-réponses, pas piqué des hannetons. Et oui, enfin ce projet dont je parle depuis plus de 2 ans touche à son terme. Donc, si vous avez envie de me soutenir dans ce moment qui sera pour moi aussi exceptionnel que terrifiant, vous trouverez toutes les informations dans la description ainsi qu'un lien pour la billetterie. Je compte sur vous. Mais pour l'heure, avant de bien commencer 2024, il faut bien finir 2023. Et vous êtes sur la vidéo parfaite pour ça. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau flop 10 des pires films d'horreur de l'année, version 2023. C'est parti pour la 10e place. Russell Crowe en exorciste dans un film de possession, ça avait une certaine gueule. Après tout, je suis comme tout le monde. Ce genre de concept, ça me donne envie. Et ce, même si voir ce colosse dans sa Vespa dans la bande-annonce avait quelque chose de ridicule. J'avais envie d'y croire. Alors, quand j'ai vu que le film était projeté en avant-première au BIFF, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et je l'ai un peu regretté. Le film est une authentique marvellerie puisqu'elle essaye d'en reproduire tous les codes. Humour enfantin omniprésent qui vient dédramatiser tous les enjeux et enlever de l'impact et du suspense à l'ensemble, même si le film propose tout de même une blague légendaire. My nightmare is France winning the World Cup. Atmosphère inexistante, mise en scène purement fonctionnelle qui enchaîne les poncifs habituels des productions de ce genre, scènes d'action visuellement à vomir, avec leur avalanche de CGI dégueu dénué de la moindre émotion. Pire encore, le film arrive à trouver une excuse à l'Inquisition et à toutes les autres horreurs perpétrées par l'Église ou certains de ses représentants, comme les viols ou la pédophilie, en les mettant sur le compte d'un vilain démon qui aurait pris possession des coupables. L'Église ne serait donc pas responsable de ces événements abominables, voilà qui est bien pratique. C'est un élément que j'avais déjà trouvé détestable dans Conjuring 3. Utiliser un événement fantastique fictif pour venir dédouaner un véritable coupable d'un sordide événement qui lui s'est véritablement passé. C'est de très mauvais goût et c'est pour moi un gros défaut d'écriture. Toujours est-il que L'Exorciste du Pape est un film sans grand intérêt, cliché, jamais drôle ni effrayant, adapté d'un bouquin qui est un tissu de bêtises sans nom, mais qui, malgré lui, parvient quand même à nous faire sourire tant il est bête, à l'image de sa citation de fin. Bref, nul, mais le pire reste à venir. Direction l'Angleterre avec un film à propos duquel j'ai déjà réalisé une critique, et ce ne sera pas le seul dans cette vidéo. Donc, vous me pardonnerez si je me permets d'être un tout petit peu plus concis. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à la critique du film. Winnie l'ourson version horreur était un projet qui, bien sûr, avait attisé ma curiosité dès le départ. Produit par une boîte qui met désormais un point d'honneur à proposer des versions détournées de tout un tas de personnages et concepts connus, dont les héros des contes repris par Disney, il était assez clair dès le départ que ça ne serait pas ouf, surtout que le film était à la base destiné au marché vidéo. Malheureusement pour lui, si être mis sur le devant de la scène de la sorte a été profitable au niveau commercial et financier, ce qui était de toute façon le seul but de ses producteurs et réalisateurs, en termes de critique, cela a juste permis à plus de monde, souvent peu habitué à l'horreur cheap des direct-to-video, de se rendre compte de l'état du bousin.
Maquillage décevant, meurtre violent mais trop souvent cheap, personnages stupides au possible, possibilités jamais vraiment exploitées, histoire inintéressante et surtout enchaînement de clichés sans nom et photographie immonde, sans parler du montage et de la mise en scène. Winnie the Pooh est un film médiocre à tous les niveaux. On lui accordera néanmoins sa violence très brutale et graphique, assez rare de voir ça de nos jours sur des écrans de cinéma conventionnels. Et c'est déjà ça, non ? On sauvera une scène d'introduction en animation plutôt sympa et des costumes surprenants, en premier lieu, mais qui finissent vite par lasser. Puis merde, même si je l'ai vu en VO, n'hésitez pas à le regarder en VF avec ses doublages enregistrés en Serbie, ça vaut le coup d'y jeter une oreille, croyez-moi. Bon, on commence enfin à entrer dans les vraies déceptions de l'année. The Exorcist Believer ou L'Exorciste Dévotion était vraiment l'une de mes attentes cinématographiques pour 2023, et j'en ai d'ailleurs également fait une vidéo. Je suis un grand amateur de la saga, très fan des deux premiers films et plutôt amateur des autres, même quand ils sont objectivement beaucoup moins bons à l'image des deux prequels. Et puis j'aime plutôt bien David Gordon Green, je ne fais pas partie de ses détracteurs, ni de lui ni de ses films Halloween, que j'ai d'ailleurs également critiqué sur la chaîne pour le plus grand malheur de ceux qui auraient aimé que je les déteste. Mais cet exorciste était juste indigent, purement et simplement. David Gordon Green n'arrive jamais à installer la moindre ambiance, la moindre atmosphère, et comble de l'ironie, se met à recycler des vieux clichés de films de possession en prétendant marcher sur les traces de celui qui en a créé les ancêtres. Celui qui a réalisé le film que tous les autres ont copié pendant plusieurs décennies. Ce nouvel exorciste se contente juste d'être un nouveau descendant médiocre du chef-d'œuvre de Friedkin, et ce ne sont pas ces innombrables clins d'œil faits à son grand frère qui le rendront meilleur, bien au contraire. Cela nous rappelle juste qu'il n'arrive jamais à l'égaler et qu'il n'a pas l'air d'avoir compris ce qui faisait sa grandeur. Je le redis, mais c'est tout de même un comble pour un film qui cherche à se rapprocher du style de la maestra de l'exorciste de Friedkin, de plus ressembler finalement à tous ceux qui ont essayé de le recopier. Il y a un véritable problème d'intention ou d'exécution, ou les deux. Finalement, The Exorcist Believer n'est que la concrétisation d'une formule, d'un cahier des charges froid et calculateur mis en place par Blumhouse et Gordon Green, et ça se voit. Artistiquement, il n'y a rien derrière ce premier opus d'une trilogie déjà toute prête à nous faire dépenser notre argent. Fuyez, pauvres fous. Nous continuons avec les films que j'ai eu la chance incroyable de déjà critiquer sur la chaîne, donc on va aller vite. Surtout que, pour le coup, celui-ci n'était même pas vraiment une déception. Vu que c'est Michael Chavez qui le réalise et qu'il fait suite à un film qui était déjà très moyen, au sein d'un univers qui perd chaque année davantage en qualité, les astres semblaient alignés pour que ça donne un mauvais film. Résultat, c'est le cas, et personne n'en sera surpris. La Nonne 2 ne propose jamais quoi que ce soit d'un tant soit peu intéressant et est tellement stupide, tellement mal écrit, qu'il en devient presque drôle. Les rares fois où il semble tirer une idée un peu sympa, il est obligé de la détruire la scène d'après, à l'image de ce diable furieux, très cool sur le papier, et sur lequel je m'attarde beaucoup dans ma critique si vous avez envie de vous marrer un petit peu. Même Valak, un personnage en soi vraiment chouette, qui était terrifiant dans Conjuring 2, et avait même quelques moments de gloire dans La Nonne, est ici complètement désamorcé. Il ne fait plus du tout peur, et en plus, on n'arrête pas de nous le montrer. Ça ne marche pas. Chavez est un criminel, il ne sait pas réaliser et encore moins faire peur. La Nonne 2 est juste un mauvais film sur tous les points. Il est sauvé d'une place plus catastrophique grâce à une ou deux scènes visuellement sympas, mais qui n'aideront pourtant pas à instaurer le moindre semblant d'ambiance. Et dire que nous sommes censés en avoir un troisième, ça promet. Bon, nous nous éloignons un petit peu des grosses et célèbres productions occidentales pour faire un petit crochet par le Japon. Si je suis un fervent amateur de leurs films d'horreur, je dois me montrer objectif. Et là, le film dont je vais vous parler, ce fut une authentique douche froide. Tokyo Poltergeist est un found footage réalisé par Tsuyoshi Goto et produit par Yabai Japan. Vous pourrez le retrouver sur YouTube gratuitement sur leur chaîne si le cœur vous en dit. Mais honnêtement, je ne vous conseille pas de perdre votre temps avec ça. Il cherche à reproduire le style de found footage hyper réaliste mais ponctué d'éléments aussi terrifiants que grotesques de Koji Chiraichi, mais sans jamais en atteindre la maestra. Chiraichi est passé maître dans l'art d'utiliser les caractéristiques du documentaire pour provoquer de la peur, du suspense, et sa réflexion autour du médium lui-même est complexe. Tokyo Poltergeist, pour sa part, essaye de nous faire croire que tout ce qu'il présente est réel, jusque dans son résumé officiel et ses taglines. Mais, comment vous dire? Vous trouvez que ce que vous avez sous les yeux est réaliste et effrayant, vous ?
À partir de là, avec des fantômes aussi moches et ridicules, autant vous dire que ça ne fonctionne jamais. Yabai Japan est en quelque sorte la relève de Sushi Typhoon, fondée par les mêmes têtes pensantes mais avec encore moins d'argent, et voici leur plus mauvaise production depuis leur début, selon moi. Je vous aurais bien conseillé le film au moins pour vous marrer entre potes avec des bières et des pizzas, mais en fait, il est juste vraiment chiant. Donc, oubliez ça. Ça vaut mieux. Bon, retour aux États-Unis avec un projet que beaucoup attendaient impatiemment et pour lequel, même moi, j'étais un petit peu curieux. Et que j'ai bien sûr déjà critiqué sur la chaîne avec une certaine sévérité, car le film m'a presque énervé tant il était mauvais et tant il respirait la fainéantise et la désinvolture. Encore une production Blumhouse, adaptée d'une franchise de jeux vidéo très populaire, faut croire qu'il n'y avait pas besoin de fournir d'efforts vu que les retombées économiques paraissaient d'entrée gagnées d'avance. Et ce fut le cas, puisque FNAF est le film d'horreur le plus lucratif de l'année devant La Nonne 2. Youpi! La preuve, si vous en fallait encore une, que succès populaire ne rime pas avec qualité cinématographique. On dirait presque que c'est le contraire même. Mais bon, ne tombons pas dans la mauvaise foi, même si c'est une vidéo flop. Bref, FNAF ne fonctionne jamais, c'est terriblement mal écrit, mal mis en scène, aucun semblant d'ambiance n'est proposé, ses rares meurtres sont en hors-champ, les liens avec les jeux vidéo sont finalement assez ténus, ne subsistent qu'à travers l'exploitation du lore, histoire de quand même contenter le fan de 15 ans qui ne supportera pas dès lors qu'on critique son film doudou. Et FNAF, ce n'est que ça, un film doudou. Tant pis s'il propose une intrigue confuse et incohérente, s'il ne paraît pas capable de choisir un ton ou même une direction claire, tant pis s'il se montre inefficace aussi bien au niveau de son humour très adolescent qu'au niveau de la peur, tout simplement absente. Tant pis si même sa contrefaçon, produite par la boîte dernière Winnie the Pooh, parvient presque à faire mieux, ou du moins fait jeu égal en termes de qualité. Bref, tant pis si le film est nul au possible, certains fans applaudissent tout de même. Tout un symbole. Encore un film produit par la boîte Jagged Edge, responsable de Winnie the Pooh et de la contrefaçon FNAF que je viens tout juste d'évoquer. Une société qui se montre particulièrement active depuis quelques temps et qui vient marcher sur les plates-bandes de The Asylum en repompant des œuvres populaires qui ont bien fonctionné à leur sauce, ou en proposant du divertissement horrifique et d'action de qualité médiocre au CGI absolument affreux, comme ici, avec Snake Hotel. Ne vous laissez pas berner par son sympathique poster, le film est une daube monumentale et n'atteindra pas 1% de l'épicness que semble indiquer cette affiche. Encore une caractéristique commune avec The Asylum, donc. Le film nous propose une sorte d'émission de télé-réalité durant laquelle des détenus, et en particulier des prisonnières, sont envoyés dans un manoir pour tenter de survivre à des attaques de serpents géants, le tout surveillé par un robot tueur qui les oblige à suivre les règles et à participer. Et oui, l'histoire ne rime à rien, et le reste non plus. Forcément, les serpents sont immondes visuellement parlant et on sent bien que les actrices, dont Danielle Scott et Natasha Tosini, les égéries de la boîte qui jouent dans presque tous ces films, ne savent pas très bien quoi faire, à se battre contre des ennemis invisibles. On voit bien durant les scènes de combat qu'elles ne savent pas où les serpents se situent. Le montage et la mise en scène calamiteux ne vont pas vraiment contrebalancer ces erreurs, au contraire. Conscient de sa nullité, le film essaye d'aller au bout de sa bêtise pour en devenir drôle, mais comme souvent avec ce genre de divertissement, après une demi-heure, on commence déjà à bâiller. À côté, Winnie the Pooh est un petit chef-d'œuvre, c'est dire. Allez, un petit film français très haut placé dans mon flop, Cocorico. Pourtant, nul doute que Guillaume Riclou est un réalisateur intéressant, pas du tout un tâcheron selon moi, contrairement à la plupart des cinéastes responsables des boosts que je vous présente dans cette vidéo. J'étais donc curieux à propos de ce La Tour, découvert à Gérardmer qui promettait de belles choses, d'autant que je suis assez fan des films de banlieue, surtout quand c'est de l'horreur, et même quand ce n'est pas parfait comme pour le Candy Chat de Maury et Boustillot par exemple. Mais ici, quelle horreur mes amis, quelle horreur! Et pas dans le bon sens du terme. Niclou joue la carte du nihilisme pour justifier des espèces de fantasmes racistes de la vie de cité, servis par des lignes de dialogue véritablement abyssales, vraiment. Je ne me souviens pas avoir entendu de pire dialogue dans un film d'horreur de toute ma vie. Et pourtant, j'en ai vu beaucoup, des trucs très nuls. La mise en scène est parfois intéressante, certes, mais à côté de ça, on a des scènes vraiment lunaires, comme celle de l'empalement surprise. Horrible.
Le concept de départ avait de quoi me plaire, mais très vite, cette image hyper cliché de la banlieue et cette volonté de vouloir proposer le film le plus crade, le plus sombre possible, quitte à en devenir vraiment ridicule par moments, m'ont complètement perdu, et mon visionnage aura été un calvaire. Et quand on réfléchit quelques secondes aux éléments proposés par le film, on se rend en plus compte qu'ils ne sont même pas cohérents. Alors, c'est bien beau de se croire subversif, mais encore faudrait-il l'être avec un bon film, ou au moins à travers un récit qui tient la route. Un film raté, un peu sur la forme, énormément sur le fond. Puis, Attic en comédien, c'est compliqué, désolé. Focus sur le dernier rejeton en date d'une autre boîte qu'on a l'habitude de retrouver dans mes flops, et souvent en très bonne position, comme c'est le cas ici. La Full Moon, responsable de l'affreux Bad CGI Gator. Et oui, tout est dans le titre, vous l'aurez compris, et même si ça n'est pas le traditionnel film de requin que l'on peut retrouver dans mes flops de l'année, eh bien c'est un film de crocodile, donc ça remplit un petit peu le même rôle. Et si vous trouvez l'idée sympathique, une étape supplémentaire dans l'acceptation de sa propre nullité et l'idée d'en faire quelque chose de drôle, encore plus provocatrice que ce que Asylum peut proposer, eh bien, sachez que cette idée est un plagiat éhonté du Bad CGI Sharks de Majama, une minuscule production que Charles Band a donc repompée sans aucune vergogne et sans jamais répondre aux appels de Majama et de ses producteurs pour clarifier la situation. Plus les années passent et moins Charles Band semble fréquentable. Quelle tristesse pour la Full Moon, qui elle, pour sa part, est définitivement une boîte historique. Mais Bad CGI Gator ne restera pas dans l'histoire, ça c'est sûr. Aucun effort n'est fait, à aucun niveau. Son alligator est volontairement moche, vous l'aurez compris. Le jeu des comédiens est affolant de nullité, l'histoire est bancale et déjà vue 100 000 fois, et à vrai dire, je doute que qui que ce soit de sain d'esprit n'ait envie de terminer ce film. Un sentiment acquis par moi-même après seulement 5 minutes de visionnage. Mais j'ai quand même dû et su le finir. Le boulot, que voulez-vous ? Il n'y a absolument aucun point positif à Bad CGI Gator. Aucun. C'est nul, c'est moche, ce n'est pas drôle, c'est long, il n'y a rien à sauver. Il avait d'ailleurs une belle gueule de flop de l'année, surtout quand on prend en compte son plagiat éhonté. Alors, qu'est-ce qui peut être encore plus nul, d'après vous ? Le sommet de la nullité cette année est porté par un autre film d'exploitation, représentant un tout nouveau courant, né d'un film pourtant pas ouf du tout lui-même. Crazy Bear et son histoire d'ours en manque de cocaïne. Eh bien, vous voyez ce concept ? Sachez qu'il a été repris par des dizaines de films, et ce en seulement quelques mois. Ils sont tous nullissimes, donc j'aurais pu en placer d'autres dans ce flop, mais ici on aime la variété, alors j'ai uniquement choisi le plus nul d'entre eux, Cocaine Cougar. Son antagoniste est donc un cougar, modélisé de façon immonde, de quoi ridiculiser le Gator de Bad CGI Gator. Que voulez-vous que je vous dise ? Le film est une escroquerie tout simplement. Déjà, le fameux cougar, en plus d'être moche au possible, il n'apparaît quasiment pas de tout le métrage. Et c'est pas comme si c'était une bonne chose vu que le film n'a rien à raconter de spécial et que donc nous assistons juste à des dialogues d'un ennui profond, mal filmés, mal photographiés, enfin je veux dire, je sais même pas pourquoi je critique tout ça, vous voyez bien que c'est super amateur. Et vous voulez savoir ce qui est le pire ? Le film ne dure que 40 minutes. Enfin, si on lui enlève son générique de une demi-heure, grâce auquel il peut atteindre la durée de 1h06, une demi-heure de crédit. Mais quoi ? Quand je vous disais que Cocaine Cougar est une grosse arnaque, ils ont vu un concept vendeur, l'ont repris à la va-vite en filmant un truc naze avec un caméscope et se sont empressés de le vendre. Et oui, aux États-Unis, des gens ont payé pour regarder ce truc abject. Plus le temps passe, plus pour moi, c'est bien ce genre de film qui mérite la palme du flop de l'année. Luttons contre ce genre d'arnaque qui rappelle les heures les plus sombres du cinéma d'exploitation, mais qui nous font quand même un tout petit peu marrer tant que nous ne sommes pas obligés de les regarder entièrement. Enfin voilà, c'est comme ça que se termine mon flop de l'horreur version 2023, et encore une fois, nous aurons été gâtés en catastrophe cinématographique, pour notre plus grand plaisir. Bien sûr, on se retrouve très vite pour le top, dans quelques jours, histoire de parler quand même de films bien meilleurs, sans commune mesure avec les bouses que je vous ai présentées aujourd'hui. Ça va faire du bien. N'oubliez pas que le 12 janvier, à Paris, je projette mon documentaire sur la carrière de Takashi Miike. Vous trouverez le lien de la billetterie et toutes les infos en description. Et merci d'avance à tous ceux qui viendront me voir et me donner un peu de force. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Bonne fête à tous et bonne année 2024.